Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à wolfnet.com et bienvenue dans votre émission Agora. Le premier numéro de cette année 2017 est consacré à la Palestine. Le prétexte, c'est la résolution portée par le Sénégal, entre autres États, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant à Israël d'arrêter les colonisations en territoire palestinien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence Safouat Ibrahit. Il est l'ambassadeur de Palestine à Dakar. Bonjour, son Excellence. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes juriste de formation, vous avez 44 ans. Votre précédent poste, si vous étiez en mission, dans votre mission de la Palestine à Paris. Vous êtes au Sénégal depuis quand? Je suis arrivé un jeudi, en date du 15 octobre 2015. Donc ça fait un an et quelques mois. Ce pays, le Sénégal, dans lequel vous vivez depuis un an et quelques mois, vous le trouvez comment? Magnifique. En tout cas, je viens de recevoir une partie de ma famille. Ils ont passé un magnifique séjour. Ils ne voulaient pas partir. On m'a dit que c'est un de leurs voyages de rêve. Et je comprends parfaitement, parce que c'est un pays avec un potentiel de paysage extrêmement impressionnant. On ne peut que se jouir de la détente, du temps et en même temps de ce peuple plein d'hospitalité, la terre de la Teranga, connue pour toutes ses traditions d'accueil dans cette sous-région. Je crois que c'est un pays qui peut impressionner tout étranger. Alors, au-delà des relations diplomatiques pour lesquelles vous êtes dans ce pays, comment est-ce que vous gérez ou bien vous trouvez les relations entre vous-même et certains Sénégalais, le Sénégalais lambda, les Sénégalais particuliers comme les familles religieuses par exemple? Pour vous dire, loin d'être prétentieux ou de parler de moi-même, mais nous sommes très similaires aux Sénégalais. Nous partageons beaucoup de points en commun dans l'histoire et aussi les traditions. Donc dès mon arrivée, j'ai commencé à fréquenter le personnel de ma résidence et j'ai appris beaucoup. Ça fait un an que je mène une sorte de diplomatie populaire. Nous avons été plusieurs fois aux universités et aux académies sénégalais. Donc j'ai eu cette opportunité de rencontrer les enseignants et les étudiants à la fois. Nous avons eu des débats très constructifs. J'ai fréquenté bien sûr les Sénégalais à travers mon travail quotidien, les médias en particulier. Nous avons reçu beaucoup de Palestiniens cette année-là. Des artistes, donc ça m'a permis également de les accompagner dans ce milieu très riche du Sénégal, des enseignants, de groupes musicaux, donc ça m'a permis aussi d'explorer la vie théâtrale, la vie culturelle d'un peuple et d'un pays connu dans sa culture, très riche et très diversifiée. Donc, j'ai connu le Sénégal à travers aussi mes contacts avec les Sénégalais bien avant mon arrivée à Dakar. En Europe, ils constituent une diaspora très active. En France particulièrement, l'Italie. J'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé à leur côté pour des projets de jumelage entre villes palestiniennes et villes européennes. Très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure hors antenne que vous êtes vous-même un Palestinien de la diaspora. Quelles sont vos relations avec les différents leaders qui ont dirigé la Palestine jusqu'ici? D'abord, j'appartiens à une famille réfugiée, déplacée à cause de cette occupation, de la guerre qui a eu lieu en 1967, née au Liban, vécu entre le Liban, la Syrie et la Jordanie. Je peux vous dire que la diaspora palestinienne est très éparpillée dans le monde. Elle a prouvé une fois de plus
son savoir-faire, son expertise et son énergie dans la construction et l'édifice de beaucoup des pays voisins. Et ça me fait retourner vers le Sénégal, les Sénégalais, aussi de la diaspora. Maintenant, pour répondre à votre question, nous savons à travers l'histoire de nos deux pays, l'histoire qui lie les peuples sénégalais et au peuple palestinien, que le Sénégal était parmi les premiers pays africains à recevoir notre premier dirigeant, le fondateur de l'identité palestinienne révolutionnaire, le feu président Yasser Arafat, chef connu en Afrique, mais aussi à l'échelle internationale. Il a effectué plusieurs navettes à travers au Sénégal, mais à travers le Sénégal pour aller vers d'autres pays africains. On sait que Léopold Sédar Senghor était aussi parmi les premiers pays, le premier président africain à le recevoir et à l'accorder un passeport diplomatique sénégalais. Lui, Arafat, il avait un passeport diplomatique sénégalais. Tout à fait. Et c'est considéré sénégalais et il était fier de le dire. Donc Yasser Arafat qui est venu plusieurs fois au Sénégal et qui s'est déplacé avec ce passeport diplomatique, succédé par le président Mahmoud Abbas. Également les relations entre toutes les instances parlementaires de l'opinion publique palestinienne ont eu une chance de fréquenter les Sénégalais et de travailler avec les Sénégalais, surtout dans cette grande instance unisienne où le Sénégal préside depuis 1975 une diplomatie brillante en défense de droits, en défense des nobles causes, dans celle de la Palestine, et on sait que le Sénégal préside le comité unisien pour l'exercice du droit inaliénable des peuples palestiniens. La diplomatie sénégalaise, justement, qui s'est fait remarquer ces dernières semaines grâce à cette résolution 2334. C'est le prétexte de cette émission d'ailleurs, nous en reparlons très longuement. Mais pour revenir un peu à l'histoire, vous nous disiez tout à l'heure, vous rappelez cette date de 1967 où il y a eu la guerre entre les deux pays. Aujourd'hui, si vous avez à remonter le conflit entre la Palestine et Israël, vous retiendrez quoi? Je retiens malheureusement que notre terre est toujours colonisée, spoliée. C'est la dernière colonie sur la planète. Je retiens que le peuple palestinien est toujours martyrisé, prisonnier, privé d'exercer sa souveraineté sur sa terre et sur la richesse de son pays. Je retiendrai que la Palestine, c'est l'affaire la plus vieille depuis la création de l'ONU et bien avant l'ONU, la Ligue des Nations. C'est une affaire qui remonte à 100 ans où les promesses étaient accordées, données au peuple palestinien de l'indépendance. Malheureusement, tantôt par l'Empire ottoman, tantôt par la puissance mandataire britannique qui a occupé la terre palestinienne à la fin de la Première Guerre mondiale et par la suite dotée d'un mandat où elle a tout fait sauf le respect de son mandat et sauf accompagner le peuple palestinien vers l'indépendance prévue. Donc 100 ans d'attente, 68 ans de partage injuste mais non respecté quand même, et 50 ans cette année-là, depuis la dernière occupation suivie par l'agression, l'invasion israélienne des territoires palestiniens et arabes qui ont été soldés par l'occupation du 22% de la terre historique de la Palestine qui n'était pas encore occupée jusqu'à là, et le plateau du Golan syrien, une partie du sud du Liban et une petite partie aussi le Sinaï égyptien et des territoires aussi à travers la rivière de Jourdain qui appartient au royaume hachémite de Jordanie. Donc une guerre qui est finie, mais Israël, qui était objet aussi
une fois de plus, d'une résolution émise par le Conseil de sécurité qui porte le numéro 242, exigeant le retrait de l'armée israélienne de ces territoires. Toujours résolution, toujours non appliquée. Non appliquée. Voilà. Et cette fois-ci, on célèbre l'adoption d'une autre résolution qui porte d'autres chiffres et qui rappelle combien des résolutions nous avons dans les tiroirs, mais qui restent encore lettres mortes. Il y en a toutes les résolutions avec tous les chiffres imaginables. Mais bon, vous nous parliez tout à l'heure de Yasser Arafat, hein, qui a été le leader charismatique de cette Palestine-là, qui avait la chance de pouvoir réunir tous les Palestiniens autour de lui. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le peuple palestinien est pratiquement divisé en deux. Le Hamas, qui semble très très fort dans ces zones-là, est considéré par Israël comme une organisation terroriste. Est-ce que cela ne complique pas davantage les relations ou en tout cas les négociations qu'il devait y avoir entre les deux pays? D'abord, le peuple palestinien n'est pas divisé en deux. Le peuple palestinien est uni et unifié. Le leader palestinien est unifié et le système politique palestinien est en panne. Système est en panne. Voilà, c'est pour juste clarifier. Le peuple palestinien, c'est un peuple uni. Absolument. Dans son combat, dans ses revendications. On n'a pas de version, on n'a pas de discours. L'objectif final réunit encore tous les Palestiniens, c'est l'établissement d'un État palestinien selon la solution à deux États proposée par les Américains et les Européens. Nous avons accepté l'inacceptable. Nous avons fait une concession douloureuse historique à Alger en 1988 en disant que nous sommes prêts à céder une partie de votre territoire. À concéder à 78% de la terre historique de la Palestine pour établir un État sur le 22% seulement qui représente les frontières occupées du 4 juin 1967. Maintenant, là-dessus, les deux parties en divergence et en désaccord politique sur le plan interne, le Fatah et le Hamas sont également d'accord là-dessus. C'est-à-dire, ça a été rappelé par le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mash'al, plusieurs fois, en disant que le Hamas acceptera l'établissement d'un État palestinien sur ses frontières indiquées. Et ça, c'est acquis du côté du Hamas. Le Hamas acceptera cette solution-là? Le Hamas, politiquement, parce que le Hamas est représenté par des instances politiques et le chef de ce bureau politique a affirmé, et d'autres aussi, même son adjoint et d'autres responsables, l'ont affirmé dans d'autres occasions. Maintenant, la divergence reste sur la manière dont on veut gérer cet État. Bon, le Hamas a un concept plutôt religieux, restreint à une société islamisée. Le Hamas ne donne pas forcément la même valeur de cet État de point de vue patriotique comme la valeur donnée par le Fatah. Deux projets vus et interprétés différemment, et ce qui représente un phénomène normal dans un mouvement révolutionnaire en mouvement et en turbulence, un mouvement qui a perdu quand même un chef historique, comme vous l'avez très bien mentionné. Les troupeaux étaient, excusez-moi de terme, étaient dispersés à un moment donné. Maintenant, pour réunifier tout le monde, on a l'objectif et on a le moyen. Le moyen, c'est simple. On a besoin d'unifier ce système politique qui est en panne au retour aux urnes. Et le président élu Mahmoud Abbas l'a rappelé, on n'a pas de conditions, il suffit seulement d'accepter les élections législatives et présidentielles simultanément. Et là-dessus, le Hamas a approuvé cette démarche. Mais bon, dans la pratique, le Hamas reste dans cette gourmandise de ne pas vouloir laisser le pouvoir, parce que le pouvoir est une tentation aussi aux uns aux autres. Donc nous avons besoin de renouveler la confiance dans nos instances en faisant recours, en faisant appel
au vote du peuple. Et le peuple palestinien est connu d'être parmi les premiers peuples qui a ancré la démocratie dans toutes ces instances. On vient de clôturer le grand congrès, le 7e congrès du mouvement du Fatah, le mouvement dirigé par le président Mahmoud Abbas et avant par le président Yasser Arafat, feu président Yasser Arafat, et on a eu des élections transparentes en présence des grands observateurs de Alors, 27 pays. vous êtes diplomate dans un pays africain qui a connu quand même la colonisation pendant plusieurs années, des centaines d'années. Aujourd'hui, on parle de colonisation en Palestine. Est-ce que c'est la même colonisation? Sinon, comment ça se fait cette colonisation-là dans la pratique? On se lève au bon matin, on vient détruire des maisons pour en construire d'autres. Comment? Expliquez-nous, pour nous qui sommes sénégalais, qui suivons cela peut-être de très loin. Merci de votre question. Ça va me permettre de donner quelques extraits sur la vie quotidienne que subissent les Palestiniens depuis 70 ans, et même plus. Maintenant, vous savez que, en donnant quelques chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a aujourd'hui 590 000 colons israéliens qui s'installent dans des dizaines de colonies, de grandes, de moyennes et de petites tailles, éparpillés dans la surface de la Cisjordanie, faisant partie des territoires occupés du 4 juin 1967, mais également de Jérusalem-Est, la partie orientale qui était aussi occupée lors de cette guerre. Ces colons sont gérés et protégés par l'armée de l'occupation israélienne. Ils constituent aujourd'hui un grand danger, non seulement contre la vie palestinienne, mais ils constituent un gouvernement à l'ombre pour les Israéliens. Donc ils constituent une sorte de mafia qui monopole le trafic d'armes, qui monopole les industries. Il faut rappeler que les colonies constituent une richesse économique pour l'économie israélienne, d'où exportent les meilleurs produits. Sur ces territoires, on trouve les grandes usines, les grandes antennes des télécommunications. Bon, tout ça en bafouant le droit international, parce que le droit international, à l'unanimité, tous les pays de la communauté internationale, à l'unanimité, condamnent cette politique coloniale israélienne. Toutes colonies sont considérées illégitimes et illégales. Maintenant, l'agriculture, par exemple, si je donne un exemple, l'eau, pour irriguer un terrain, on a besoin de l'eau. Ces colons pompent librement de l'eau qui coule sous le pied des Palestiniens. En même temps, les Palestiniens sont interdits d'utiliser leur eau librement. Ces colons-là, ils occupent des espaces qui étaient habités ou bien c'est des espaces qui étaient laissés libres par les Palestiniens? Les deux. Les deux. C'est-à-dire, si on prend l'exemple des colons israéliens à Jérusalem, à Al-Quds ou à Hébron, les colons, toujours au vu et au su de l'armée israélienne, squattent des maisons, ils rentrent, ils jettent les meubles des Palestiniens, ils changent les serrures et ils jettent des familles entières sur les routes. Et les familles qui peuvent se plaindre, ils portent plainte devant la justice, devant la police israélienne, toujours sans suite. Donc les colons peuvent à tout moment entrer dans une maison et jeter les Palestiniens dehors. En même temps, à Hébron, la vieille ville d'Hébron, il y a à peu près 500 colons, devant 120 000 Palestiniens qui habitent cette ville. C'est une grande ville, mais les 500 abusent grave. Tous les jours, ils empoisonnent la vie, ils entravent à la circulation des marchandises, ils s'attaquent aux commerçants, ils commettent des atrocités incroyables. Les colons du Nord, pareil,
ils sont très fanatiques. Ils agressent même, leur spécialité c'est d'agresser les plantations. Donc arracher les oliviers. Vous savez, les oliviers en Palestine, comme les baobabs au Sénégal, c'est très sacré. C'est une des plus vieilles arbres du monde, de l'humanité. C'est un arbre sacré. Donc en arrachant cet arbre devant le paysan, comme tu arraches le cœur d'un homme ou le fils de sa maman. C'est pour ça, revenons sur la question de l'eau, ils peuvent, les Israéliens, en donnant quelques chiffres, ces colons israéliens, ils utilisent 80% de notre eau qui coule sous nos pieds avec un usage de luxe, parce qu'ils ont besoin, ils proviennent des pays modernes, à la base, immigrants parce que c'est des gens qui viennent d'Europe pour venir habiter en Israël. C'est ça. Donc ils ont besoin des piscines, des verdures, un peu de luxe, qui correspond à leur vie antérieure, avant l'immigration et avant leur colonisation dans cette territoire. Est-ce que la façon, la manière dont sont traités ces Palestiniens-là, dont le territoire est occupé, est-ce que cela change ou cela peut changer en fonction des partis qui dirigent Israël? Est-ce que parfois quand l'aile dure est au pouvoir en Israël, vous n'avez pas l'impression que c'est plus dur? Il est vrai que la colonisation à l'époque de Benjamin Netanyahu, qui dirige un gouvernement de droite et d'extrême droite d'Israël, il est vrai que la colonisation s'est multipliée et s'est triplée même en peu de temps, en comparaison avec les années précédentes des autres administrations israéliennes. Mais il est vrai aussi que de droite comme de gauche, ceux qui ont gouverné en Israël ne sont jamais opposés à la colonisation. Ils ont, d'une manière ou une autre, été à la solde des colons. Ils ont légitimé la politique de colonisation par des lois adoptées à la Knesset. Et d'ailleurs, la résolution qui vient d'être adoptée le 23 décembre est venue quelques jours après une loi adoptée par la Knesset israélien, le Parlement israélien, légitimant toutes les colonies de petite taille, colonies considérées sauvages, les avant-gardes, les postes d'avant-garde, les postes coloniaux avant-garde, sans exception. Donc, on voit que la radicalisation de la société israélienne a atteint un niveau très alarmant et très dangereux. Évidemment, les colons israéliens appartiennent aussi à une doctrine extrémiste, terroriste, parce qu'on voit combien des crimes qui ont terrorisé les Palestiniens, surtout les villageois. Des familles entières étaient incendiées. Vous parlez de doctrine quand ils utilisent ou bien quand ils justifient l'acte de colonisation par la religion. Vous dites que c'est un prétexte ou bien c'est réellement ce à quoi ils croient? Non, c'est réellement, ils croient que c'est pas interdit de tuer un Palestinien, ce n'est pas interdit par leur doctrine, de brûler les récoltes d'un Palestinien, ce n'est pas interdit de chasser les Palestiniens. Les Palestiniens sont considérés comme des animaux, les Palestiniens sont des sous-hommes. Voilà la doctrine à laquelle appartiennent ces groupuscules terroristes, malheureusement, prouvent par les faits et par les actes que nous sommes face à une doctrine très très dangereuse, non seulement colonialiste, mais aussi qui nie l'existence de l'autre. Alors, nous allons parler tout à l'heure de la résolution, c'est le prétexte de cette émission-là. Mais avant cela, il y a quand même un fait marquant, un fait important qui était considéré comme un tournant dans les relations entre Israël et la Palestine, c'est les accords d'Oslo, avec Isaac Rabin, Shimon Peres d'un côté et Yasser Arafat de l'autre, sous Bill Clinton, alors président des États-Unis. Aujourd'hui, si on avait à faire le bilan de ces accords, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, les accords d'Oslo sont de nature provisoire, intérimaire. Et c'était une déclaration de principe.
une reconnaissance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens qui était prévue être appliquée pendant 5 ans. Et au bout de la 5e année, le 4 mai 1999, on devait finir avec l'occupation israélienne de cette terre censée être la terre du futur État palestinien. Malheureusement, Israël, depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, parce que c'était le partenaire principal signataire à ces accords avec Yasser Arafat et Mahmoud Abbas de l'autre côté, était objet d'un assassinat le 4 novembre 1995. En plein meeting. En plein meeting, par ce groupe terroriste dont je viens de mentionner. Un de ces groupes. En tout cas, le courage de Yitzhak Rabin nous a manqué par la suite, parce que la volonté politique israélienne, par la droite ou par la gauche, parce qu'on a eu aussi Yahoud Barak, comme on a eu Ariel Sharon, Netanyahou aussi à un moment donné, tous sont venus successivement, mais personne n'avait la volonté politique de continuer les mêmes efforts et de poursuivre ces accords jusqu'à l'aboutissement d'un accord définitif mettant fin à l'occupation israélienne, mettant fin à cette injustice duquel souffert le peuple palestinien depuis longtemps. Donc, sommet après sommet, des pourparlers directs et indirects, 23 ans, bientôt 24 ans, depuis Oslo. Malheureusement, on voit que nous sommes en train de tourner au rond, avec l'alignement de certaines grandes puissances qui n'ont pas voulu sanctionner cette arrogance israélienne, qui ont laissé traîner le fait accompli, l'État qui se dégrade en termes de colonisation, on en a parlé. En Palestine, aujourd'hui, il y a un système d'apartheid qui est clair, clairement vu et constaté par les observateurs internationaux. Il y a un régime de privilèges donné à ces colons, au nombre de 590 000 Israéliens installés illégitimement, illégalement sur la terre palestinienne, en face de 5 millions de Palestiniens, et qui ont des routes à part, qui ont des aéroports, qui ont des privilèges. Ils payent 5 fois moins le prix de litre d'eau. Ils utilisent 5 fois plus que en comparaison aux Palestiniens autochtones. D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure également que si la démocratie était appliquée dans sa plus grande rigueur, c'est-à-dire que la majorité dicte sa loi, la Palestine serait reconnue comme État au niveau des Nations Unies depuis très longtemps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'États qui soutiennent la cause palestinienne à travers le monde. Qu'est-ce qui bloque les choses à ce niveau-là? Pourquoi à l'ONU, on ne parvient pas à reconnaître la Palestine comme État? Écoutez, il faut rappeler que Israël était créé grâce à une résolution onusienne. Oui. Seule légitimité donnée à Israël pour avoir accès par la suite à son statut membre État à part entière à l'ONU, c'était la résolution numéro 181. Cette même résolution qui prévoyait le partage de la Palestine en 2 États. On a vu le premier volet appliqué, s'agissant d'Israël, et on a vu le deuxième volet, s'agissant de l'État de Palestine, toujours non appliqué, et toujours en attente, et toujours en suspens. Donc, la question se pose, et vous avez bien dit, il y a une panne, il y a une inaction, une impuissance, une passivité, si j'ose dire, de la communauté internationale de faire appliquer le droit international quand il s'agit du cas palestinien. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël jouit d'un grand soutien, d'une grande protection, particulièrement réservée par l'administration américaine, en tant qu'allié privilégié. Donc, les États-Unis d'Amérique, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Convention de San Francisco, étaient parmi les 5 qui bénéficient de ce droit de veto.
un droit de veto. Donc les 5 pays, en particulier les Américains, ont utilisé leur veto, peut-être le pays le plus qui a utilisé le veto, et surtout quand il s'agit de la question palestinienne. Alors, vous-même, vous le dites, hein, il y a beaucoup de pays qui vous soutiennent. Certains le font peut-être par solidarité, d'autres parce qu'ils pensent que la cause est juste. Mais vous demandez juste que ce soutien-là se fasse selon la justice. Ce que vous demandez, c'est être juste. C'est une cause juste et noble. C'est un peuple résilient et résistant. Le peuple palestinien est un pouvoir de pardonner son adversaire et son bourreau. Mais on ne peut pas pardonner sans que le droit palestinien soit établi pleinement. Et on ne peut pas faire établir le droit palestinien sans avoir l'État de Palestine, État pour tous les Palestiniens, libre, indépendant et souverain, avec une continuité géographique et démographique. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Donc la Palestine devrait être un pays qui manque à la planète, qui n'est pas un plus, et qui n'est pas, dans la création, n'est pas visé, ne vise pas, ne constitue pas un danger contre un autre État. Il faut être juste en traitant la Palestine comme une question et Israël, l'occupation israélienne, comme un problème. Donc si on comprend cette équation, on va régler très vite le problème. Finissons avec l'occupation israélienne, établissons le droit palestinien en place et il n'y aura aucun problème. Tout le monde peut jouir de la paix, de la sécurité. Alors, parlons maintenant de cette résolution qui a marqué la fin de l'année 2016, la résolution 2334, si ma mémoire ne me trahit pas, qui a été portée par le Sénégal entre autres États. Avant d'entrer dans les détails, que dit très exactement cette résolution des Nations Unies? Pour ne pas répéter pour ne pas citer phrase par phrase, je peux juste vous rappeler les 3 grands axes. L'essentiel. L'essentiel. Donc le premier volet, demandant à Israël d'arrêter immédiatement et totalement la colonisation sur la terre palestinienne, sur les territoires occupés, parce qu'il y a les territoires appartenant à la Palestine, des territoires occupés qui appartiennent à la Syrie, d'autres au Liban. Il faut toujours rappeler qu'Israël occupe des territoires des pays voisins, non seulement à la Palestine. Donc, exigeons la fin de cette colonisation, l'arrêt immédiat et total. Deuxième volet, la distinction entre les territoires occupés et les colonies. Parce qu'on sait, ce qui instaure un système juridique qui peut être punitif à l'égard d'Israël, c'est quand on commence à traiter tous les produits et tous les investissements installés sur les colonies illégalement installées en Palestine ou en Syrie, avec un système de punition internationale et collective. Ce qui peut aussi préparer à l'ingérence étatique de certains pays protecteurs de droits de l'homme et de droit international, dont la colonisation constitue aujourd'hui un crime de guerre, considéré et mentionné clairement par le pacte constitutionnel de la Cour pénale internationale. D'où une de nos tribunes et sur laquelle on va mener une bataille juridique aussi contre les colons et les colonisations, afin de poursuivre les responsables israéliens devant les justices internationales, comme ça a été le cas pour d'autres pays. Vous disiez également... Troisième volet, très rapidement, oui. C'est l'unanimité des 5 continents du monde, l'humanité entière, avec l'abstention des Américains qui n'ont pas, heureusement, entravé le consensus international, en considérant que tout possible transfert des ambassades ou d'une vie diplomatique de Tel Aviv à Jérusalem occupée est considéré également illégitime. Et ça, c'est un entrave aussi à la nouvelle administration américaine qui a promis de faire ce transfert aussitôt
On parlera de la nouvelle administration qui va s'installer dans quelques jours. Vous nous disiez tout à l'heure également que il y a eu plusieurs résolutions avec plusieurs chiffres qui n'ont jamais été respectés. Est-ce que cette résolution-ci, la dernière, a des chances d'être respectée par Israël quand on sait que pour la première fois l'administration américaine, l'administration de Barack Obama s'est abstenue, même s'il n'a pas soutenu la résolution, s'est abstenu de voter contre? On aimerait bien que Obama ait le courage extrême et donner ses instructions pour que le vote soit positif. Là, ça aurait été encore un grand changement de la politique américaine. En tout cas, la position américaine n'était pas en faveur au droit palestinien. C'était simplement un rappel de leur précédente position dans la dernière résolution adoptée par la même par les Américains date de 1980 qui porte le numéro 465 du Conseil de sécurité qui était aussi à l'instar de cette résolution une abstention américaine permettant à la condamnation de colonies israéliennes de l'annexion de certains territoires de Jérusalem-Est. Ça, on date en 1980. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Obama n'était pas l'adversaire d'Israël, il était aussi le grand parrain de plus grands contrats conclus entre Israël et les États-Unis d'Amérique en termes de subventions militaires. Un contrat gigantesque, jamais vu dans l'histoire des deux pays, et qui est arrivé à plus de 36 milliards d'euros. Donc Obama n'était pas forcément en hostilité à Israël, au contraire, mais comme John Kerry, le secrétaire d'État américain, l'a très bien expliqué, la position américaine était aussi pour sauver Israël de son propre arrogance. Alors, justement... Et sauver la solution à deux États. Oui, justement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est attaqué à l'administration Obama. Il espère que ça va changer avec l'installation de Donald Trump. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à cette nouvelle administration-là qui va s'installer quand on sait un peu les positions parfois extrémistes ou provocatrices même de Donald Trump? Écoutez, je vous donne une réponse partielle. Je sais que Donald Trump, d'abord, c'est un président élu comme d'autres à la Maison-Blanche. Nous avons eu l'habitude de travailler avec des démocrates, avec des républicains, de deux côtés, et nous avons fait face à des présidents farouchement partisans à Israël, comme par exemple George Bush, fils. Et nous n'avons pas crainte. Tant que nous appelons à la justice et nous appelons à l'application du droit, et nous continuons de le faire avec Obama, avec Trump, avec celui qui vient avec Trump, parce que tout simplement c'est une affaire de droit, de paix et de justice. Donc, maintenant, l'élection de Trump est alarmante pour certains pays, vu par des analystes et des experts comme un danger pour la politique américaine elle-même, surtout la politique extérieure. Il faudra attendre et juger sur ces actes. La nomination de ses conseillers à la politique extérieure. Il faut donner du temps, parce que je crois qu'en fond du mois, je crois qu'il sera pragmatique comme ses prédécesseurs. Il fera en fonction des intérêts américains. Il ne peut pas être suicidaire, il ne peut pas maintenant... il peut vendre des paroles au groupe de lobby. Mais l'administration au quotidien, ce sera autre chose. Mais l'establishment restera intact, ça c'est mon point de vue. Donc nous n'avons pas crainte de l'arrivée de Donald Trump, nous n'avons crainte que de Dieu, et nous continuons à avoir la foi en la justesse de notre cause, en la légitimité de notre combat, jusqu'à l'aboutissement de nos revendications. Maintenant, Donald Trump fait peur à certains parce qu'il a fait une surenchère électoraliste pendant la course électorale. J'espère qu'il s'arrête là, parce que parler de Jérusalem et le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem occupée,
est considéré comme une grande bêtise. Oui. Ça va être à l'encontre même de la politique de tous les présidents américains du passé. Alors, parlons maintenant de la position du Sénégal dans cette affaire. Le Sénégal a porté la résolution des Nations Unies. On nous avait dit dans un premier temps que c'est l'Égypte qui devait porter ça, mais qui finalement a désisté. Et le Sénégal l'a fait en même temps que beaucoup d'autres pays. Comment est-ce que vous avez accueilli cette attitude, cette position de la diplomatie sénégalaise? D'abord, j'aimerais clarifier juste un petit point concernant la position égyptienne. Égyptienne, oui. L'Égypte ne s'est pas désistée. L'Égypte a présenté un projet en ligne bleue non modifiable, c'est-à-dire n'est pas objet de négociations. Et en même temps, ils ont demandé, il est vrai, peut-être qu'ils ont eu des contacts américains, d'appels. Ils ont estimé qu'il faudra peut-être reporter le vote initial. Cela n'a pas empêché d'autres pays à porter le projet et aller jusqu'au bout, jusqu'à la réussite, dont le Sénégal. Moi, j'aimerais juste dire que cela, sans critiquer qui que ce soit, mais cela prouve que la dimension universelle de la cause palestinienne est intacte. C'est une cause avant tout universelle, une cause qui concerne tout homme et toute Parce femme. que les pays qui portent cette résolution-là n'ont finalement, si je puis m'exprimer, si rien à voir. C'est le Venezuela, c'est le Sénégal, la Nouvelle-Zélande, etc. Effectivement, la Nouvelle-Zélande, c'est un mystère. Ça reste encore à déchiffrer. Pourquoi la Nouvelle-Zélande soutient et porte le projet jusqu'au bout? Ça prouve que la Palestine, qui n'est pas un pays où on gagne des positions, vraiment, devant le grande puissance, devant le veto américain, et on a quand même pris position, pris acte, et ça c'est noble. Quand on défend une cause noble, on devient des gens nobles. Et qu'est-ce que cela... Venezuela, le Sénégal, bon, le Venezuela et le Nouvelle-Zélande, on est d'accord, font pas partie de la Oumma islamique. Le Sénégal et la Malaisie ne font pas partie du monde arabe. Donc, la cause palestinienne est une cause à plusieurs dimensions. Et c'est ça qui est beau à retenir de cette résolution. C'est que les continents, les 5 continents, les 4 coins du monde étaient unanimes à condamner ce fait israélien et à faire triompher le droit palestinien. Ce n'est pas une victoire de la diplomatie palestinienne, c'est juste un effondrement, un échec et un début de l'échec éthique et juridique de cette politique arrogante de la colonisation israélienne. Tout simplement, on retiendra là que du point de vue interne même, cette décision, cette position de l'État du Sénégal est l'une des très rares décisions du pouvoir actuel au Sénégal, du pouvoir de Macky Sall, qui a reçu un soutien unanime pratiquement. Quel que soit le bord où tel Sénégal puisse se situer, chacun a tenu à féliciter le gouvernement sénégalais pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce que cela vous fait de voir cette cause palestinienne faire l'unanimité au Sénégal? Ah, ça c'est une question évidente. La Palestine, d'après tous les Sénégalais que j'ai rencontrés, la Palestine pour eux, comme le sang qui circule dans les veines de l'homme et dans le corps humain. La Palestine est l'histoire spirituelle qui lie ce peuple spirituel, très affectif et très attaché aux soucis de la Ummah. C'est un pays qui est un pays central, leader de l'Afrique, mais aussi leader de l'OCI. C'est un pays qui assume ses responsabilités éthiquement, juridiquement, depuis Senghor jusqu'à la sage direction de Macky Sall. Et là-dessus, nous félicitons tous, sans exception, le courage et la sagesse du président sénégalais, de son gouvernement et des diplomates brillants qui président le comité unisien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Et en dernier, Foudé Sek, qui est l'ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies. Ils ont tous été comme un orchestre qui jouait la belle mélodie
en défense de la justice et de droit. Donc, ce qui fait que la Palestine est une affaire presque nationale des Sénégalais, c'est que en Palestine, nous avons aussi des lieux saints. Les Sénégalais ne sont pas... il ne faut pas sous-estimer les Sénégalais. Il ne faut pas croire que les Sénégalais, malgré leur pauvreté, malgré la pauvreté extrême qui se propage dans ce pays, mais c'est un pays riche des valeurs, riche de positions. Depuis Senghor jusqu'à maintenant, jusqu'à Macky Sall, le Sénégal a mené une position intacte, inchangée, à l'égard de toutes les questions nobles, dont celle de la Palestine, non seulement de la Palestine, mais la défense de droit, de la paix, de dialogue, font partie de cette diplomatie sénégalaise. Et que dites-vous à cet état-là du Sénégal, qui fait quand même face à ce que certains ont appelé des menaces de représailles d'Israël? Ce ne sont pas des menaces, ce sont des manœuvres de bas niveau. Excusez-moi du terme, je crois que ça démontre une fois de plus l'arrogance israélienne, en croyant que les Sénégalais ou les Africains sont des dupes. On peut les acheter avec quelques petits programmes d'aide, soi-disant d'aide. Hein? Mais derrière l'aide, on veut mettre le pays dans sa poche. Non, le Sénégal n'est pas un pays où on peut marchander les valeurs humaines. Non, tu veux soutenir le Sénégal, tu es la bienvenue. Mais tu ne le soutiens pas parce que tu veux un intérêt derrière. Le pays est en émergence et mène son plan parfaitement à réussite, Inch'Allah, sans avoir besoin d'Israël ni d'autres. D'accord. Alors, maintenant, nous sommes là aussi pour être sensibles aux sensibilités des Sénégalais. Nous faisons par devoir de reconnaissance au Sénégal, tous les pays musulmans et arabes sont censés d'être mobilisés pour aider les Sénégalais. Ils l'ont fait dans le passé par des milliards et des milliards estimés en devises, mais aussi de projets qui dépassent toute estime. Quand le Sénégal donne un certain nombre de ses enfants en force de maintien d'ordre et de paix à l'échelle internationale, cela ne compte pas d'argent. D'accord. Alors, cela est beaucoup plus cher. Et plus... Une dernière question peut-être, parce que le temps qui nous était imparti est épuisé. Comment est-ce que vous voyez un peu le traitement médiatique de la cause palestinienne dans les médias, au Sénégal d'abord? Comment est-ce que les médias sénégalais traitent cette question-là? Ça vous satisfait? Merci de m'avoir posé cette question, parce que cela me permet également de saluer le courage des hommes et des femmes des médias du Sénégal. Ils sont présents, ils sont parfaitement formés et mobilisés, engagés pour les bonnes causes. En fait, on ne fait pas de distinction. Oui. Tous les Sénégalais, où qu'ils se soient, où qu'ils travaillent, de politique ou d'apolitique, de toutes sortes, ils sont des gens nobles et qui portent des valeurs. Donc les médias au Sénégal, ce sont des médias très bien diversifiés, des gens de parole, des gens qui touchent à toutes les causes et qui portent également les soucis de l'homme non seulement africain, mais de l'homme à travers le monde, dans leur cœur et dans leurs esprits. Donc je vous salue, je salue votre courage et votre prise de parole en faveur des causes justes, dont celle de la Palestine. Et ce sera le mot de la fin. Safouat Ibrahim, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Palestine à Dakar et que vous étiez l'invité de ce tout premier numéro de l'année 2017 de votre émission Agora. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Restez fidèles à Wolf et bien à vous.